Donc on a vu qu'il y avait une grande faille de plusieurs dizaines voire centaines de kilomètres de long. On a vu que cette grande faille recoupait des formations superficielles, donc il s'agissait d'une faille active. Maintenant, on va essayer de déterminer plus précisément sa nature et puis de quantifier les déplacements qu'ont pu enregistrer ces formations superficielles recoupées par la faille. Donc je vous laisse quelques minutes, 20 à 30 minutes de travail personnel pour essayer de répondre à cette question. Donc déterminez la nature de la faille, appuyez-vous sur les mêmes choses que vous faites en géologie structurale. La faille recoupe-t-elle des vallées? Si oui, fait-elle un V dans la vallée? Ensuite, pour déterminer le mouvement de la faille, appuyez-vous sur les formations superficielles qu'on a observées, également les cours d'eau. Est-ce que vous voyez des décalages? Et si oui, dans quel sens sont-ils? Et puis prenez bien du temps également pour compléter la carte morphologique que vous avez dans le poly. Alors je sais que tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'imprimer, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire sur papier libre. Faites-le sérieusement, je vous présenterai une correction possible et bien conscience que c'est le genre de compétences que j'attends de vous et donc c'est typiquement le genre de choses que je demande à la colle qui aura lieu au mois de mai. Voilà, donc prenez 20 à 30 minutes de travail personnel et puis on se retrouve dans 20 à 30 minutes. A tout de suite. Donc faisons le point sur la nature de la faille dans un premier temps. Donc je vous ai mis ici une photo satellite un peu plus détaillée en noir et blanc où on voit pas mal les choses. Alors la faille, je vous rappelle qu'elle se trouve à cet endroit-là, souligné en rouge. Donc nature de la faille. Tout d'abord son orientation et son pendage. On a dit que son orientation était proche d'une direction est-ouest et son pendage, eh bien la faille, vous voyez que quand elle arrive dans la vallée, c'est quelque chose qui est très droit, qui ne fait pas de V dans la vallée, donc il s'agit d'une faille qui est subverticale. Donc ça, c'est plus logique avec une faille soit décrochante, soit une faille normale. Donc on va essayer maintenant de caractériser un peu le déplacement sur cette faille. Et quand on regarde justement les formations superficielles et en particulier les terrasses, on s'aperçoit qu'il y a des décalages systématiques des terrasses, des bords des terrasses que je vais essayer de vous souligner en jaune. Là, si on prend cette limite-là, on voit qu'elle est décalée par rapport à ce rebord-là. De la même manière, le rebord entre cette terrasse, la terrasse à gauche et la terrasse à droite, est décalé. Voilà. On peut observer également sur certains cours d'eau, alors c'est pas systématique, mais là je vous trace un cours d'eau, on voit un décalage. Alors attention, le sens d'écoulement va dans ce sens-là. De la même manière, ici, on voit un décalage. Là également, alors c'est pas systématique, il y a certains cours d'eau, vous voyez notamment celui-ci, qui n'est pas affecté par le déplacement sur la faille. Attention, les cours d'eau peuvent marquer le déplacement sur la faille, mais ce sont des objets beaucoup plus dynamiques, donc qui peuvent s'adapter très rapidement à un mouvement sur la faille et donc oblitérer assez rapidement le décalage sur la faille. Donc on a un mouvement de ce type-là. Donc si on se place sur le bloc sud et qu'on regarde vers le nord, on voit que le bloc nord se déplace vers la gauche. On a donc une faille de type sénestre. Ça se voit aussi très bien sur l'image de terrain. Le rebord de terrasse que je vous ai souligné se trouve ici. On voit bien qu'il est décalé. Alors je vous retrace la faille ici. On voit bien qu'il est décalé vers la gauche dans le bloc nord. De la même manière, ce deuxième rebord de terrasse est décalé sur la gauche dans le bloc nord. Donc on a bien une faille de type sénestre. Alors le mécanisme qui explique ça, tout simplement, on a une rivière qui s'écoule perpendiculairement à une faille de type décrochante, donc qui est droite et avec des mouvements principalement horizontaux. Et donc cette faille étant active, elle va décaler le lit de la rivière et décaler des terrasses abandonnées précédemment, comme ici la terrasse T2. Et on peut reproduire, donc on arrive à une deuxième situation où la rivière s'est vite adaptée
puisque c'est quand même une rivière puissante, donc son cours, lui, n'est pas trop perturbé longtemps, donc elle a retrouvé un chemin droit, mais par contre, la terrasse reste décalée, puisque elle, la terrasse est abandonnée, donc il s'agit d'un marqueur passif. Et on peut reproduire le processus par une phase d'incision avec une nouvelle abandon de terrasse. Par exemple, vous avez un changement climatique qui fait que votre rivière va avoir tendance à plus s'inciser qu'accumuler des sédiments, donc elle va abandonner une nouvelle terrasse qu'on appelle ici T1, et cette terrasse peut être de nouveau affectée par un déplacement et marquer le déplacement. C'est donc ce qu'on observe sur cette carte-là. Et donc, si on veut proposer une carte morphologique synthétique de ces choses-là, pour essayer de montrer ça et de simplifier la lecture de ce paysage, ben voilà un exemple de choses que j'attendais de vous. On souligne les différents niveaux de terrasse par des couleurs différentes, par exemple, avec des noms différents, T1, T2, T3, T pour terrasse, et on compte depuis le bas vers le haut. Certaines personnes font l'inverse, peu importe, tant que c'est légendé et que c'est clair, il n'y a pas d'importance. Ensuite, on peut symboliser les rebords de terrasse, ici, là, que j'entoure, par des petits traits qui montrent bien le changement abrupt de topographie. Et puis sur les zones où vous avez des reliefs un peu plus importants, on peut mettre des séries de crêtes avec des espèces de talweg un peu partout là, qui vous suggèrent, qui montrent la présence de relief et donc que c'est pas plat. On peut également mettre un certain nombre de cours d'eau, même s'il s'agit de cours d'eau temporaires et pas permanents. Et puis bien sûr, le fond de la rivière, ici en gris, la rivière active. Donc voilà un exemple de carte morpho-structurale, on appelle ça. Ne pas oublier la position de la faille et puis ne pas oublier le sens de mouvement sur cette faille. Donc voilà pour un exemple de carte morphostructurale, chose que normalement vous devriez être capable de faire. C'est pas très très compliqué à faire. Il s'agit de bien identifier les niveaux de terrasse et ensuite d'être malin, inventif pour essayer de bien représenter le relief et les choses importantes à voir. Vous allez prendre maintenant 15 minutes pour répondre à la dernière question de cette troisième partie du TD, à savoir de quantifier le déplacement le long de la faille. Pour cela, je vous invite à mesurer le décalage au niveau des différentes terrasses avec l'outil mesurer sur ArcMap. Et à partir de ces quantités de déplacement, vous rapportez ça aux âges qui vous sont donnés pour chacune des terrasses et ça vous permet de calculer les vitesses et d'estimer une vitesse moyenne depuis l'abandon de la troisième des trois terrasses. Voilà, on se retrouve dans 15 minutes. Encore une fois, vous faites une pause et on se retrouve d'ici peu. À tout de suite. Donc voici les distances mesurées très précisément sur le terrain par les collègues de Strasbourg. Normalement, pour les décalages les plus importants, là autour de 25-30 mètres, 60 mètres, avec la mesure sur ArcMap, vous devriez tomber sur des valeurs à peu près similaires, on va dire à 5 mètres près. Pour le décalage de 4 à 10 mètres sur la terrasse la plus basse, là c'est un peu plus compliqué, on arrive aux limites de la résolution qu'on peut faire sur Google Earth ou sur ArcMap. Donc si on prend ces valeurs-là et qu'on les rapporte aux âges de 2 à 3 000 ans, 5 à 6 000 ans et 9 à 12 000 ans pour la première, la deuxième et la troisième terrasse, normalement ça vous donne, si vous prenez un peu les différentes gammes de valeurs, ça vous donne des vitesses moyennes sur cette faille qui sont entre 4 et 6 mm par an. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire cette vitesse-là? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Alors, il faut le rapporter aux vitesses qui sont connues dans la région, en Asie. Rappelez-vous que le moteur de la déformation dans cette région, c'est la remontée de l'Inde vers l'Asie, la collision entre l'Inde et l'Asie. Et cette remontée de l'Inde vers l'Asie se fait à 4,5 cm par an, 45 mm par an. De ces 45 mm par an, vous en avez quasiment 20 mm qui sont déjà accommodés, absorbés au niveau de l'Himalaya, ce qui génère les plus hauts reliefs du monde. Et donc il vous reste 25 mm par an qui sont accommodés tout au travers du reste du continent asiatique. Et donc là, on a 4 à 6 mm par an, rien que sur cette grande faille. Donc ça fait quand même une quantité non négligeable au rapport du moteur de la déformation qui est la collision entre l'Inde et l'Asie. Et donc là, on a une grande faille qui est active, qui se déplace, qui a un mouvement
relativement important. Et vu sa taille, vu sa longueur, si vous avez un séisme sur cette faille-là, bah, vous pouvez générer un séisme important. Alors dans la région propre qu'on étudie, ça n'a peut-être pas trop de conséquences en termes d'enjeux, mais plus à l'est, vous avez quand même quelques grandes villes chinoises, et donc potentiellement ça peut amener à un risque sismique qui est non négligeable. Voilà, on a fait le tour pardon, sur cette faille de Kunlun. Donc on a vu un très bel exemple dans un cas assez pédagogique où on a peu de végétation, où on a des très belles formations superficielles qui marquent les déplacements. Dans la deuxième partie de cet exercice faille décrochante, on va s'intéresser à des cas qui sont plus concrets pour vous, puisque ce sont des cas que vous allez voir en stage terrain.